On pourrait se parler de 10 000 choses, mais j'ai envie d'être de saison. Comme vous l'avez peut-être remarqué et vu à la date à laquelle je poste cette vidéo, c'est l'été. Et personnellement, l'été ça me fait énormément chier, je déteste cette saison. Il fait chaud, et j'essaye de survivre bêtement à la chaleur et à l'ennui. Bref, c'est pas mon truc. Et pour survivre à ça, c'est vrai que j'aime bien m'occuper l'esprit avec des valeurs sûres. Typiquement, je me lance toujours un RPG. Bien sûr, j'ai aussi mes petits livres de l'été à lire sur la plage, ou mieux, tranquille à la maison devant le ventilateur, mais l'été, ça m'évoque l'aventure. Ça m'évoque le suivi et l'évolution d'un groupe de personnages sur du long terme. J'ai toujours, voilà, beaucoup cette envie de me faire des RPG à cette période de l'année. C'est peut-être lié à l'adolescence, parce que l'été, il n'y a plus école. On se dit, tiens, c'est cool, je vais pouvoir passer une bonne partie de ma journée sur un jeu qui est un peu trop long pour être lancé sur de micro-sessions comme je peux faire voilà, en semaine un petit peu plus complète. Hein. Ça m'a toujours évoqué cette période-là, cette même période où j'avais pu me prendre des centaines d'heures de ma vie sur Tale of Symphonia, à l'époque de sa sortie sur la GameCube. Et voilà, depuis c'est mon habitude un petit peu doudou dans l'année, j'aime bien passer du temps comme ça, mais attention, restez là parce que même si vous n'êtes pas amateur du genre, ben, je suis persuadé que tout le monde peut accrocher très facilement à partir du moment où on essaye quelques classiques et quelques valeurs sûres. Et n'ayez pas peur, je ne vais pas vous recommander des trucs obscurs des années 95, mais il y a quand même des excellents jeux à cette période, ne boudez pas cette période. Non, j'ai envie de vous recommander quelque chose de très récent, qui a pu ravir mes étés, hein, il y a 2 ans de ça, et qui m'a surtout fait découvrir une licence que j'avais toujours boudée, à savoir la saga Yakuza. Le problème à la base, c'est que j'ai jamais vraiment apprécié les beat'em all. Vous savez, ces espèces de trucs à la God of War, ces trucs un petit peu à la Devil May Cry. J'ai toujours trouvé ça un peu trop commun et je me suis toujours vite ennuyé sur ce genre de titre. Et à l'ère de la PS3 et de la 360, on voyait beaucoup sortir voilà, les jeux Yakuza. Voilà, on voyait cette licence arriver, mais ils étaient intégralement en anglais. Donc, déjà que c'était pas mon style de prédilection, les avoir en plus en anglais, bon, c'était emmerdant et c'est sûr que j'allais pas passer mon temps là-dessus. Et il y a un truc qui a forcément changé ces dernières années, puisqu'ils ont voulu faire une sorte de reboot. Voilà, et intégralement traduit en français, avec voilà, beaucoup d'efforts, en gardant l'argot et en étant quand même pas mal proche de ce qu'on vit au quotidien dans un environnement super urbain. Et voilà, on passe plus voilà, son temps à traduire, etc. Et on est plus facilement intégré à tout ça. Fort heureusement, la licence a du coup connu ce regain immense grâce à ces espèces de reboots qu'ils ont pu faire ces derniers temps, à savoir Yakuza 7, mais qui a été renommé chez nous en s'appelant Like a Dragon, et qui entame du coup une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages, ce qui pour moi est parfait pour reprendre le train en marche. Pas besoin de s'emmerder la vie à rattraper 6 épisodes précédents en anglais, même s'il y a voilà, quelques refontes et remakes HD ces derniers temps. Voilà, tu peux directement commencer à partir du 7e opus et enchaîner avec le 8e qui est aussi récent. Et à part 98% du jeu que tu vas pouvoir apprécier tranquille, bon, il y a peut-être 2% que tu vas pas forcément comprendre, mais t'es quand même introduit à la chose facilement. Hein. Aujourd'hui, voilà, je vous recommande vivement ces épisodes-là, à savoir le 7e Like a Dragon et le 8e Infinite Wells, parce que au-delà d'être des RPG très efficaces, qui m'ont passionné pendant de très longues heures, eh bien, je crois qu'avant même l'existence de Clair Obscur Expedition 33, eh bien, ils ont su redonner ces lettres de noblesse au RPG en tour par tour. Ils s'inspirent des plus grands RPG des années 90 tout en restant ultra fidèles à cette ambiance urbaine et qui nous sert un contenu d'une générosité folle. Alors croyez-moi, je vais même aller plus loin que ça.
si on cherche les meilleurs jeux de la décennie 2020, eh ben, je suis persuadé que ces jeux-là seront au moins dans mon top 3, tellement qu'ils ont rempli, qui sont remplis d'une qualité terrible et qui ont redonné un second souffle à cette licence. Alors au début, comment j'ai découvert ce truc-là? J'ai lancé le premier titre, voilà, sans savoir à quelle sauce j'allais être mangé. J'ai dû le récupérer vraiment pas cher, à 4€, 8€ sur le tard. Je m'attendais pas à grand chose. On découvre un jeu extrêmement narratif. D'ailleurs, dès les premières heures, j'étais plutôt désagréablement surpris. Je me suis dit, ah putain, en général, quand je démarre un jeu, j'ai surtout envie de jouer. Hein, les cinématiques et l'histoire, c'est un peu secondaire pour moi. Donc un long tunnel de cinématiques m'a franchement refroidi dès le début. Et j'ai d'ailleurs peur que beaucoup aient pu s'arrêter là. Mais croyez-moi, il faut s'accrocher. Parce que l'histoire déjà en vaut franchement le coup. Parce que dans un premier temps, voilà, on y découvre Ichiban, ce nouveau héros de la licence qu'on va suivre au début de ses 40 ans. Voilà, c'est déjà étonnant parce que démarrer un RPG sans contrôler un gamin amnésique de 15 ans, c'est assez étonnant. Mais là, on est dans un Japon moderne et on incarne un homme de 40 ans qui finit SDF à sa sortie de prison. Il a purgé une peine pour un meurtre qu'il n'a pas commis, juste pour aider son patriarche, hein, parce qu'il fait partie d'une famille de Yakuza assez réputée. Quand il sort, voilà, le monde a changé, il découvre les smartphones et Internet. Mais ce qui est exceptionnel, c'est que ce mec, c'est l'archétype parfait du personnage à la Luffy de One Piece. Voilà, il est enthousiaste, il est rêveur, il est enfantin et surtout un élément intradiégétique vital qui va vous accrocher à lui de façon terrible, c'est que c'est un fan absolu de Dragon Quest. Et là, vous allez me dire, ouais, ok, bizarre, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ce truc? Non, attendez. Quand il était gamin, il nous dit adorer les JRPG, les classiques, hein. Il adorait s'imaginer en petit héros luttant contre le mal. Et il est tellement dans son délire qu'en fait, on voit le monde au travers de ses yeux. Et pour lui, la vie, c'est un véritable RPG. Je sais pas si, comme moi, vous vous êtes dit ça un jour, genre, ouais, peut-être la vie, c'est un RPG, il faut farmer le travail pour choper des points d'expérience, il faut farmer l'école pour choper des points d'expérience, être meilleur, voilà. Bon ben, typiquement là, ce mec-là, il a vu la vie comme ça. Et ça crée des tonnes de scènes hilarantes et de parallèles étonnants. Dans un RPG classique, tu vas incarner le guerrier, le magicien, le soigneur, et ici, bah, tu vas incarner le serveur, l'hôtesse, le cuisinier ou le SDF. Tu veux lancer des sorts de feu, bah, pas de souci, tu prends la classe SDF, tu bois de l'alcool, il envoie des flammes sur ses ennemis ou il peut les empoisonner. Et pour pousser ce fantasme de RPG urbain jusqu'au bout, il y a un système d'acolytes. Dans un RPG normal, tu sais, tu invoques des divinités, tu vois, mais ici, le héros, il sort son smartphone et il lâche quelques euros, quelques yens, hein, comme on dit, et il appelle des personnages hein, qu'il a rencontrés pour l'aider. Ça peut être un gang de motards, un vieux chef de clan, ou même un crustacé, voire un type qui aime s'habiller en bébé, en couche-culotte, et bam, ils vont être invoqués pour t'aider à battre les ennemis sur le terrain. Bref, c'est la folie, c'est l'exagération totale, c'est mis en scène en même temps comme un manga un peu shonen. Ça peut sembler tout bête, mais c'est extrêmement original en fait. Cette espèce de mélange un petit peu de tous ces trucs-là, ça donne une espèce de carnaval qui ne peut pas t'ennuyer. Voilà, tout simplement. C'est un vent de fraîcheur qui nous invite à voir cette jungle urbaine, mais avec les yeux d'un gamin et surtout les yeux d'un gamer. Et ça a été... Et voilà, j'ai été facilement embarqué par tout ça. On évolue donc dans un immense quartier au cœur d'une ville gangrénée par les racailles. Et quand tu te fais alpaguer dans la rue, ben le jeu te bascule instantanément dans un combat. Mais là, pas de temps de chargement ou voilà, d'écran à la Pokémon ou je ne sais quoi. J'ai l'impression que c'est la version 3D de Chrono Trigger. Tu sais, Chrono Trigger, imagine-le en 3D, tu sais, t'as toujours rêvé d'arriver, peut-être bam, et t'es en 3D direct, il n'y a pas de temps de chargement, pas de changement d'écran, ça se bat direct.
Alors oui, c'est au tour par tour, mais c'est un tour par tour très actif. Tu dois appuyer au bon moment pour booster tes dégâts ou te déplacer stratégiquement pour réussir tes sorts de zone et bien te placer aux bons endroits. C'est tellement fluide que même les joueurs qui ne supportent pas le tour par tour pourraient très vite être agréablement surpris parce que c'est une transition parfaite entre les anciens beat'em all bourrés et cette nouvelle phase tactique. L'histoire, elle est d'ailleurs bourrée de personnages hauts en couleur, de découvertes typiques des JRPG. Lors de la formation d'un groupe de JRPG, avec des tonnes de petits rebondissements qui m'ont tenu en haleine jusqu'à la fin. Et c'est extrêmement rare que je dise ça d'un RPG aujourd'hui, parce que c'est toujours ultra convenu, ultra cliché. On n'est pas capable de faire un RPG sans que ce soit dans un monde d'heroic fantasy. Et là, environnement urbain, et ils sont arrivés à nous réinventer la formule, même dans la découverte des nouveaux personnages, dans l'histoire en elle-même et dans son gameplay. Je sais pas, ils ont réinventé le tout d'une manière tellement intelligente que je trouve que juste pour ça, ça mérite le coup d'œil. Et on pourrait s'arrêter là d'ailleurs, mais le jeu, il en a encore largement plus sous le capot. J'ai souvent du mal, avec les mondes ouverts. Parce que je les trouve un peu vides. Voilà, je comprends pas pourquoi on fait des cartes immenses juste pour du remplissage. Mais là, j'ai été charmé. On n'est pas dans un GTA, parce que c'est même un peu plus vivant. La ville le fourmille de petites quêtes annexes rigolotes et de mini-jeux passionnants. Tu prends l'habitude de t'arrêter au centre de baseball, d'aller boire un café à tel endroit, ou de faire la quête de gestion d'entreprise, et tu gagnes des points pour débloquer des objets très rares. Et au début, c'est pas forcément engageant de se mettre, par exemple, au mahjong, ou au casino. Mais si tu as la volonté de varier un petit peu les plaisirs, le jeu il te récompense dignement. Si vous êtes curieux, ça va même plus loin puisque ça commence même à parodier un système de Pokémon en appelant ça des Sugimon. Voilà, vous avez le Sugidex pour répertorier tous les cinglés et les types bizarres que vous croisez dans la rue. Bref, ce jeu pousse constamment à la curiosité, avec en plus de ça un héros délirant, donc c'est le vaisseau parfait pour vivre ce genre d'aventure. Et juste avec ce premier titre, j'ai l'impression que, récupérable pour une bouchée de pain, vous pouvez passer presque une 60aine d'heures à vous régaler, à explorer de temps en temps des mini-jeux plus ou moins intéressants, plus ou moins engageants, qui vont récompenser votre curiosité et vous faire aller beaucoup plus loin dans l'appréciation de RPG bien plus original qu'il n'y paraît. Mais figurez-vous que juste ça déjà, pour une bouchée de pain, comme je l'ai dit, vous pouvez vous régaler. Mais la suite, elle a poussé les curseurs 100 fois plus loin, et j'exagère à peine. J'ai pu enchaîner les deux jeux assez rapidement. Pourtant j'avais peur. Je me suis dit, Ichiban, pour moi, il avait terminé son arc narratif. Comment ils allaient faire mieux? Comment ils allaient relancer un petit peu l'aventure? Comment ils allaient encore nous mettre dans cet environnement urbain et nous réinventer un petit peu ça, alors que, pendant 60 heures, faire ces choses-là, c'est pas du tout répétitif, mais le faire sur une suite, ça aurait pu être compliqué. C'est simple. Déjà, ils nous font jouer un duo. Ichiban fait équipe avec l'ancien héros historique de la licence Yakuza, réunissant du coup les deux générations. Et ensuite, plus de la moitié de l'aventure ne se déroule plus à Tokyo, mais à Hawaï. Ça change radicalement du cadre un petit peu gris, puisque Ichiban continue son délire de RPG, de vivre dans un monde de RPG, sauf que cette fois on est à Hawaï. On va incarner des classes farfelues, le surfeur, le rugbyman. On va faire des livraisons rapides à vélo, participer à du speed dating. Et du coup, le tout gagne un cran en folie. Le tout devient de plus en plus fou, puisque certes, tu vas être devant plein de petits mini-jeux vraiment exceptionnels, et dans la vision de Ichiban qui est complètement délirant, j'ai l'impression que vraiment, pour le coup,
oui, sur l'aspect gameplay et histoire, tout monte d'un cran, mais sur l'aspect délirant et cette vision qu'a Ichiban de la vie qui rajoute des couleurs à tout ça, eh ben, on prend encore une claque monumentale d'être accompagné comme ça par ce personnage qui nous fait vivre tout à 10 000 à l'heure. Et l'énorme point fort, c'est la générosité des mini-jeux. Parce que oui, on peut ne pas être tout intéressé par certaines d'entre eux, et c'est normal. Moi-même, j'ai fini par bouder le Mahjong, hein, on va pas se le cacher. Mais dans Infinite Wealth, je me suis arrêté dans l'histoire pendant 5 ou 6 heures d'affilée. Voilà, je me suis carrément arrêté juste pour jouer au mini-jeu Dondoko Island. C'est un jeu où on te propose de gérer un complexe hôtelier sur une île paradisiaque en perdition qui est dégueulasse et gangrénée par des pirates et une décharge, tu vois. Et tu dois essayer de transformer ça par une zone balnéaire plaisante, voilà, pour des vacanciers. C'est une espèce de Animal Crossing boosté aux hormones. Et vraiment, j'ai passé des heures et des heures là-dessus, au point où j'en ai oublié le jeu principal, et où je suis revenu, après 6 heures de jeu, dans le jeu principal, avec plein de fric, plein de, voilà, de petits trucs qui m'ont quand même bien aidé à enchaîner l'aventure. C'est dire s'il y a une vraie richesse et une vraie envie de proposer des mini-jeux qui savent se démarquer. Voilà, comme je l'ai dit, ça m'a apporté un gros boost d'argent au début du jeu, ce qui aide quand même pas mal, hein, parce que c'est pas simple hein, non plus. Le tout pour enchaîner sur d'autres petits mini-jeux, avec le délire des Sujimon qui revient, mais encore plus loin, puisque là, tu ne fais pas que collectionner les Sujimon, tu les fais se battre entre eux. Bon, les combats sont un petit peu con-con, c'est typiquement des combats à la Pokémon avec des faiblesses et voilà. Là, bon, c'est pas le truc le plus original du monde, mais bon, c'est là et ça permet de varier les plaisirs. En fait, c'est surtout ça que j'ai adoré dans cette licence, c'est qu'ils ont l'envie de proposer un jeu très complet et agréable, mais tout en variant les plaisirs et en récompensant les personnes curieuses qui vont aller se perdre dans ces petits mini-jeux de temps en temps. Et donc, on alterne entre Hawaï et le Japon, on rencontre de nouveaux antagonistes hyper charismatiques, mention spéciale à Sakai, hein, qui fait très forte impression. On récupère dans notre équipe des anciens personnages du jeu précédent, et pas forcément ceux qu'on pouvait incarner, avec de nouveaux personnages aussi très intéressants. Mais surtout, voilà, mention spéciale à l'ingéniosité de gameplay qui est là, hein, avec Kiryu, hein, l'ancien héros de la série, qui est jouable et qui possède un style de combat qui casse quand même les règles du tour par tour, et qui rappelle un petit peu le beat'em all à ses premières heures. Hein. C'est un pont évident entre les générations de joueurs, et déjà, juste pour ça, je pense qu'on peut être juste ravi de se plonger là-dedans. J'ai pas parlé de l'histoire, mais... franchement, que ce soit la première ou la deuxième, elle est délirante, mais elle est surtout très touchante. Parce que Ichiban, au-delà d'être un vaisseau du délire pour tout ça, eh ben, il arrive à voir le monde d'une certaine manière qui est très touchante. Et il y a eu 2-3 fois où vraiment j'ai été avec les larmes aux yeux. Il y a des passages extrêmement touchants, et encore plus dans le second jeu, alors que je croyais que le premier jeu avait déjà mis les scénaristiquement au max. Eh ben non. Le deuxième jeu arrive à, de par le fait qu'ils ont réutilisé le second personnage, Kiryu, hein, dans des moments tristes, un petit peu nostalgiques sur son passé, qu'il a perdu. Eh ben, le tout est quand même extrêmement touchant, et je pense que parmi les joueurs de la première heure sur cette licence, il y en a 2-3 qui ont dû lâcher une larme, c'est quasi sûr. Et bref, c'est pour toutes ces raisons qu'en ce début d'été 2026, si j'avais le choix d'effacer ma mémoire pour relancer directement des jeux que j'ai adorés, eh ben, je me ferais ce duo de jeux-là, à savoir Like a Dragon et Like a Dragon Infinite Wealth. Yakuza 7 et Yakuza 8 pour les puristes. J'ai évité de trop vous en dire pour vous laisser un petit peu la surprise. Mais croyez-moi, même moi qui
ai tendance peut-être un petit peu trop à bouder les jeux triple A ces dernières années pour ne me concentrer que voilà, sur les jeux indépendants. Franchement, ce serait criminel de passer à côté de tels titres. Plutôt que de me noyer voilà, dans des jeux indépendants à droite à gauche, c'est Like a Dragon m'ont mis une vraie claque. C'est une licence qui mérite d'être explorée. Et c'est pas pour rien qu'en Occident, beaucoup de gens la placent comme des jeux vraiment exceptionnels qui mériteraient beaucoup plus de visibilité. Hein. Clairement, je l'ai compris avec ces deux jeux-là. C'est une modernisation du RPG au tour par tour. Euh, Peut-être une lettre d'amour au Chrono Trigger, mais encore meilleur. Euh, et peut-être même meilleur que ce que Clair Obscur Expédition 33 a pu nous proposer. Franchement, hein, bah, ça se fait pas de comparer les deux, mais je pense que dans le même registre, je préférerais largement Like a Dragon. D'ailleurs, si vous avez adoré Clair Obscur Expédition 33, hein, j'espère que vous avez testé Like a Dragon. Si ça n'a pas été le cas, je vous laisse me dire en commentaire lesquels avez-vous testé, parce que franchement, je pense que vous êtes peut-être passé à côté de quelque chose et ce serait dommage de ne pas s'y essayer, puisque ces derniers temps, je les vois souvent en promo. Et j'ai l'impression que c'est toujours le même type de public qui va aller vers ce genre de jeu, et ce serait vraiment dommage de passer à côté. Bref, d'ici là, voilà, cet été, je vais certainement vous faire d'autres vidéos, mais je pense vraiment à ces jeux-là pour la période de l'été, et je vous invite vraiment à vous pencher sur la question. N'hésitez pas à me partager si vous aussi, vous avez une petite habitude de jeu hein, l'été. Si vous aussi, vous avez des petites habitudes de doudou comme j'ai moi aussi. Écoutez, je vous dis du coup à la prochaine, et survivez à l'été, hein. J'espère qu'on se recroisera d'ici là.